Washington, Londres et Paris voulaient condamner l'attaque chimique d'Idlib à l'ONU, mais le vote sur leur projet de résolution a été repoussé au Conseil de sécurité. C'est la conséquence de l'opposition ferme de Moscou dans ce dossier allié indéfectible de Damas. Nommé en janvier dernier, Steve Bannon n'est plus membre du Conseil national de sécurité américain. Il a été évincé par Donald Trump, pourtant à l'origine de sa nomination il y a 3 mois. La Guyane va bien bénéficier d'un plan d'urgence d'1 milliard d'euros, annonce du Premier ministre Bernard Cazeneuve qu'il a acté lors du Conseil des ministres. Sur place, le centre spatial de Kourou a été libéré, mais les manifestants ne décolèrent pas. Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue sur France 24. Réuni en urgence, le Conseil de sécurité de l'ONU a donc une nouvelle fois montré son impuissance dans le dossier syrien. Confronté à l'hostilité russe, le vote sur le projet de résolution déposé par Londres, Paris et Washington pour condamner l'attaque chimique d'Idlib a été reporté. Selon le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 86 personnes auraient péri dans ce bombardement. Pierrick Laurent. À leur arrivée en séance, les ambassadeurs français, britanniques et américains savent déjà que la réunion est un échec. Les 3 pays ont rédigé une résolution condamnant fermement l'attaque chimique perpétrée mardi en Syrie. Mais une fois de plus, la Russie soutient fermement son allié, Bachar el-Assad. À ce stade, nous ne voyons pas le besoin d'adopter cette résolution. Les décisions prises par le passé sont suffisantes pour enquêter sur cet incident. Les regards en disent long sur la tension qui règne dans la salle. Vient alors la réponse de l'ambassadrice américaine. Photo de victimes à l'appui, elle accuse directement la Syrie et laisse transparaître une colère sourde. La vérité, c'est qu'Assad, la Russie et l'Iran n'ont aucun intérêt à obtenir la paix. Combien d'enfants doivent-ils encore mourir pour que la Russie réagisse ? Silence glacial. Face à l'impuissance désormais flagrante des Nations Unies, Washington menace même d'une action unilatérale. Mais qui est vraiment responsable de l'attaque perpétrée mardi ? Pour les Occidentaux, cela ne fait pas de doute, le régime syrien a mené les bombardements. Moscou confirme, mais réplique que le gaz se trouvait en fait au sol. L'armée aurait visé des stocks entreposés par des groupes rebelles. Impossible de savoir quelle version correspond à la réalité. Tous les acteurs sont en tout cas d'accord pour qu'une enquête soit menée au plus vite. Une attaque chimique qualifiée de terrible affront contre l'humanité par Donald Trump, les États-Unis qui n'excluent pas désormais une action unilatérale en Syrie. Pour le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, la Russie doit, je cite, bien réfléchir à son soutien au régime syrien. On reste aux États-Unis où Steve Bannon a été exclu du Conseil national de sécurité, un organe stratégique du pouvoir américain. La décision a été entérinée par Donald Trump. C'est pourtant le président américain qui l'avait élevé en personne au rang de membre permanent. Théa Bazdarevich. Steve Bannon, évincé du Conseil national de sécurité. Une décision prise par Donald Trump en personne, pourtant très proche de ce dernier. Steve Bannon avait été nommé au sein de l'instance en janvier. Une accession à un poste prestigieux qui avait choqué, car d'ordinaire, cette place est réservée à des ministres et à des gens appartenant à l'univers militaire ou du renseignement. En résumé, un organe qui cherche à ne surtout pas être politisé. Cela pourrait être la première raison de son éviction. Selon des responsables de la Maison-Blanche, Bannon n'avait participé le mois dernier qu'à une réunion du CNS où il ne jouait plus de rôle actif. Sa mission, selon eux, était de surveiller Michael Flynn, le premier conseiller à la sécurité nationale de Trump. Or, celui-ci a démissionné en février après la découverte de ses contacts cachés avec l'ambassadeur russe à Washington. La présence de Bannon n'aurait donc plus été jugée utile. Ancien marin, officier du Pentagone, banquier chez Goldman Sachs, Steve Bannon a fait fortune en rachetant les droits d'une série télé avant de se tourner vers une carrière de réalisateur de films. Steve Bannon est aussi à la tête du très à droite site d'information Breitbart News. Il est régulièrement accusé d'antisémitisme ou de misogynie. S'il ne peut désormais plus siéger au Conseil national de sécurité, Steve Bannon reste toutefois conseiller en chef de Donald Trump. La République démocratique du Congo aura un Premier ministre dans les 48 heures. Pas sûr pour autant que cette annonce faite devant le Congrès par le président Joseph Kabila mette un terme à l'impasse politique que traverse le pays. Une crise qui dure depuis le 20 décembre dernier et la fin supposée du mandat du chef de l'État actuel.
Le Maroc, lui, a de nouveau un gouvernement. Après 6 mois de blocage, le roi Mohamed VI a révélé le nom des nouveaux ministres. À leur tête, Saad Eddine El Othmani, le numéro 2 du parti islamiste Justice et Développement, un PJD qui perd le contrôle du ministère de la Justice et des Libertés. Les Gambiens sont appelés à choisir leurs députés ce jeudi, des législatives qui sont les premières élections dans le pays depuis la chute de Yahya Jammeh, qui est resté au pouvoir pendant 22 ans. Alors, comment s'est déroulée la campagne? Reportage de nos envoyés spéciaux, Sarah Sako et Duncan Woodside. Dans le centre-ville de Banjul, rien ou presque n'indique l'imminence du scrutin législatif. Mais les Gambiens sont enthousiastes. C'est la première fois en plus de 2 décennies que l'élection est aussi ouverte. Ça va être radicalement différent de toute évidence. Ça va être différent parce qu'avant, il n'y avait qu'un parti. C'est très intéressant et je suis comme tout le monde très contente. Tout le monde a le droit de voter pour le candidat de son choix. 238 candidats sont sur la ligne de départ pour 53 sièges de députés. Du jamais vu de mémoire de président de la commission électorale. Oui, avec cette nouvelle liberté, tout le monde veut être de la fête. Tout le monde veut être politicien. Sur le terrain, 9 partis battent campagne. 7 appartiennent à la coalition présidentielle, telle l'UDP, le Parti démocratique unifié. L'opposition historique, désormais au pouvoir, se veut confiante. Nous avons vraiment une base électorale en Gambie. Et maintenant qu'il y a la démocratie, les gens sont libres de soutenir le parti de leur choix. Et nous allons vraiment voir que l'UDP est le parti que les gens supportent. Mais le parti de l'ancien président, Yahya Jammeh, a lui aussi ses partisans. Les gens attendent la victoire. Cette élection servira de preuve. Tout le monde va savoir que le président Jammeh reste aimé ici en Gambie. La campagne s'est arrêtée mardi à minuit. Le vote débutera jeudi à 8 h du matin, heure locale. Le premier tour de l'élection présidentielle française, c'est maintenant dans 17 jours. Ce mercredi, France 2 a annoncé que le débat prévu le 20 avril prochain était annulé. Il est remplacé par des entretiens individuels avec les 11 prétendants à l'Élysée. La campagne, elle se poursuit. François Fillon était ce mercredi à Provins, en Seine-et-Marne, où il a réitéré sa promesse d'alternance. L'occasion aussi pour lui de critiquer, je cite, le plébiscite médiatique. On va écouter le candidat des Républicains. Une salve ininterrompue de calomnies à mon endroit a réussi à étouffer presque tout débat de fond. Les bonnes âmes qui les orchestrent ont compris que la comparaison raisonnable entre mon projet et celui des autres ne serait pas à leur avantage. Et donc elles voudraient nous faire croire que l'élection est déjà faite. À les entendre, vous devriez rentrer chez vous. On pourrait éteindre la lumière de cette salle maintenant. À quoi bon voter finalement? À quoi bon demander son avis au peuple? Le plébiscite médiatique n'est-il pas évident? Circulez, il n'y a rien à voir, les jeux sont faits. C'est la belle phrase de Philippe Séguin en 1995. Benoît Hamon était lui à Nancy devant 3000 personnes, toujours à la peine dans les sondages. Avec moins de 10% des intentions de vote, le candidat socialiste a déclaré qu'il refusait d'arrêter de rêver. Karim Yayaoui a suivi pour nous ce meeting de Benoît Hamon en Meurthe-et-Moselle. Au lendemain d'un débat où Benoît Hamon a eu du mal à se distinguer, il a reçu un accueil particulièrement chaleureux au Zénith de Nancy. Il a passé une bonne partie de l'après-midi dans la ville de l'Est du pays et dans sa banlieue. Il a rencontré des travailleurs précaires et il a rencontré également le président d'une association qui les aide à se réinsérer. Alors Benoît Hamon, pendant ce débat, a répété ses fondamentaux. Il a à nouveau défendu son revenu universel et a tenté de se poser comme toujours, comme le candidat social, le candidat qui est là pour défendre les acquis et pour tenter de mettre en place de nouvelles mesures pour venir en aide aux plus fragiles. Alors il en a profité également pour égratigner François Fillon et son rapport étrange à l'argent. Un François Fillon également critiqué, présenté comme le fossoyeur du Code du travail. Marine Le Pen également n'a pas été épargnée. Il a également critiqué le service public, la chaîne de télévision publique qui a décidé de ne pas diffuser un débat le 20 avril prochain. Benoît Hamon qui a d'abord
souligné que finalement, ils avaient cédé à la pression d'un certain nombre de candidats. Alors, évidemment, ça semble difficile pour le candidat socialiste, mais un certain nombre de sympathisants avec qui on a parlé y croient encore, imaginent que les sondages puissent se tromper. Ça ne serait pas la première fois. En 2012, Jean-Luc Mélenchon, à la fin de sa campagne, était crédité de 17%. Il finira finalement à 11%. Il y a aussi un certain nombre de sympathisants qui considèrent que Benoît Hamon pose les pierres d'un édifice pour l'avenir du Parti socialiste, et que même s'il n'est pas victorieux à cette présidentielle, il pourrait être à l'origine d'un nouveau virage pour le Parti socialiste, plus à gauche, plus social. Et puis il y a ceux qui espèrent encore la possibilité d'une alliance avec Jean-Luc Mélenchon qui a de son côté la dynamique, ce qui rend peu probable l'idée d'une alliance entre les deux candidats de la gauche. Voilà pour ce meeting de Benoît Hamon. La crise en Guyane au cœur des débats du Conseil des ministres. Le plan d'urgence promis par Paris d'un peu plus d'1 milliard d'euros a été validé ce mercredi par Bernard Cazeneuve. Sur place, le centre spatial qui avait été occupé a été libéré. Les délégués des manifestants, eux, ne veulent rien lâcher et demandent toujours 3 milliards d'euros au gouvernement. Écoutez à ce propos notre envoyée spéciale en Guyane, Fanny Lothaire. C'est une mobilisation marathon qui commence un petit peu à s'essouffler ici en Guyane. La trentaine de membres des collectifs et des syndicats qui avaient pris siège dans le centre spatial de Guyane avaient insisté à rester jusqu'à jeudi, jusqu'à l'arrivée du PDG d'EuroAriane Espace. Et pourtant, ils ont quitté les lieux ce matin, un petit peu après le Conseil des ministres, disant ne pas avoir été entendus par Paris. Un dialogue de sourds, semble-t-il, puisqu'ils réclament toujours 3 milliards d'euros en urgence pour la Guyane. Malgré la détermination des manifestants, eh bien, on sent un petit peu la fatigue poindre du côté des collectifs qui n'ont pas dormi de la nuit, surtout au niveau des entrepreneurs qui commencent à fatiguer de voir la région, le département paralysé par quelques 10 jours de grève générale. Les routes sont toujours bloquées, les transporteurs ne peuvent pas acheminer la marchandise du port vers les grandes villes et puis les écoles sont toujours fermées. Voilà une mobilisation qui avait transporté un petit peu un élan de solidarité en Guyane, mobiliser à peu près toutes les classes sociales et toutes les origines. Il ne faudrait pas qu'elle se transforme en guerre d'usure interne. Si vous êtes un amateur de bonnes tables, sachez que la meilleure d'entre elles se situe désormais à Manhattan. L'Eleven Madison Park a été sacré meilleur restaurant de la planète. C'est le résultat du classement annuel des 50 Best. Prix du menu, $295. Théa Bazdarevich. Un établissement américain couronné meilleur restaurant du monde, ce n'était plus arrivé depuis 2004. Nous prenons très au sérieux ce que nous faisons, mais on ne se prend pas au sérieux et on ne fait pas ça pour nous. On sait qu'au bout du compte, les gens viennent dîner pour se réunir, partager un repas, passer un bon moment avec les gens qu'ils aiment. Et notre travail, c'est de rendre cela possible. C'est donc à New York que l'on trouve la meilleure table de la planète. Dans les assiettes, une cuisine 3 étoiles d'inspiration française, caviar bénédicte, canard au miel et à la lavande, et des huîtres. C'est la spécialité du chef. Mais régaler les papilles a un coût, $295 pour un dîner en 8 services. Quant au vin, il faut compter $175 pour la bouteille la moins chère. Et à ce prix-là, on profite de la vue au cœur de Manhattan et de son célèbre Madison Square. Les tables se réservent plusieurs mois à l'avance. Derrière ce succès, un chef suisse, Daniel Humm, 11 ans, qu'il dirige l'Eleven Madison Park. Pour marquer le coup, il s'apprête à lancer un menu de fête unique, 11 plats pour 11 moments marquants de sa vie. Sachez que le premier restaurant français, le Mirazur de Menton, se classe 4e. Également distingué, Dominique Ancel, installé à New York, le natif de Beauvais, a été élu meilleur pâtissier du monde. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.